Bonjour à tous, c'est Clément le monteur. Vous écoutez la suite de l'épisode 2 de Duplex, alors n'hésitez pas à aller écouter la première partie avant celle-ci. Bon allez, je vous embête pas plus, c'est bon épisode. Alors, comme je le disais, nous, avec Pierre, on va revenir sur le cas du Venezuela, particulièrement parce que ces dernières semaines, son dirigeant, Nicolás Maduro, a fait parler de lui, et à travers lui, donc c'est tout son pays. Effectivement, c'est le Venezuela, un pays qu'on situe difficilement si on ne s'intéresse pas tellement au dossier. Alors, je le disais, le Venezuela, c'est ce pays d'Amérique du Sud qui est bordé au nord par la mer des Caraïbes. Il est voisin de la Colombie, du Guyana et du Brésil, et il compte environ 29 millions d'habitants. Alors, c'est donc un pays très peuplé pour la région, d'Amérique centrale notamment. Mais il faut savoir que par le passé, c'était une colonie espagnole, comme énormément de pays en Amérique du Sud. Il prend son indépendance en 1823, au terme d'une guerre très très meurtrière contre l'Espagne. C'est malgré tout une des indépendances les plus précoces de l'histoire. Je rappelle, en 1823, ça fait quand même... C'était vraiment très 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 récent dans l'histoire de la décolonisation. Et ça a ouvert la porte après à une certaine instabilité politique majeure dans la région, entre dictature, guerre civile, tout au long du 19e et du 20e. Malgré tout, le pays soutient les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et amorce même une démocratisation franche à partir des années 50, période à laquelle plutôt il commence à exploiter le pétrole, parce que là-bas c'est une région très 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 garnie en termes de ressources pétrolières, et donc il l'exploite massivement, si bien que le pays devient le 4e PIB mondial par habitant. Derrière, à l'époque, en 58, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les États-Unis. Donc le pays le plus riche d'Amérique du Sud, grâce au pétrole seulement, ce qui était leur force à ce moment-là est devenu leur faiblesse. C'était une économie très peu diversifiée, donc à 96% c'était du pétrole. Donc on imagine évidemment qu'après la crise pétrolière des années 70, plus les années 80 et ce qu'on appelle les fameuses réformes libérales ici et là en Occident, l'inflation qui s'est généralisée, et donc l'augmentation du cours du pétrole fait que le pays sombre un peu dans une crise économique, et c'est rien de le dire parce que la population souffre évidemment de tout ça. Ça se atteint une sorte de paroxysme en 89, en février 89, où une révolte populaire est très violemment étouffée par l'armée. Pour vous dire, il y a 3000 morts en 4 jours. Ah oui. Donc c'est vraiment très très sévèrement réprimandé. Et à l'époque, c'est un gouvernement, comme je le disais, libéral qui avait vraiment entrepris des réformes de rigueur. Donc tourner la vis, c'est vraiment éviter que les caisses de l'État ne soient encore plus dilapidées. Et alors, dans ce contexte, en 92, on a un événement assez majeur. Un certain militaire de 34 ans, Hugo Chavez, il rate son coup d'État contre le pouvoir. Alors il est arrêté, il se rend plutôt pour éviter le bain de sang, mais il promet de revenir, et il devient une figure de l'opposition de gauche dans le pays. Encore une fois, je le disais, le pays à l'époque, c'était dirigé par des libéraux. Donc évidemment, la population demandait plus d'État-providence, plus de social. Et lui, ce Hugo Chavez, il en est devenu vraiment l'ambassadeur. Il revient, comme il l'a promis, au pouvoir en 99, où il est élu démocratiquement à l'élection présidentielle. Alors je dis démocratiquement parce que ça a son importance pour la suite, et parce que ça n'a pas toujours été le cas par la suite. Et malgré tout, il hérite d'une situation économique catastrophique. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, chômage, récession, bref, c'était vraiment cataclysmique. Et il fait lui-même l'objet d'un coup d'État. Il est, je crois, déchu pendant 48 heures, mais l'armée lui reconfie le pouvoir. Donc il a quand même cette confiance d'acteurs majeurs du pays, et évidemment l'armée c'est un appui majeur. Il est évidemment très populaire parce qu'il entreprend des programmes sociaux, il met en œuvre des programmes sociaux en matière d'école, de logement, de santé, etc. Mais malgré tout, vous l'avez dit, la région, toute l'Amérique du Sud, elle est sujette à une très forte présence des narcos, et dans les années 80-90, c'est vraiment l'apogée, Pablo Escobar, tout ça, c'est vraiment le summum de la circulation de cocaïne et de drogue par là-bas. Et donc la corruption dans le pays, elle est endémique, et évidemment c'est un énorme problème là-bas avec la criminalité, l'inflation, etc. Et alors ce Hugo Chavez, il se maintient jusqu'en 2013, comme je le disais, au prix d'élections et de réformes qui ont été contestées. Il meurt d'un cancer en 2013, donc, et il est remplacé par Nicolás Maduro, qui est alors son vice-président. Maduro qui est aujourd'hui toujours au pouvoir et dont les projets géopolitiques ont fait récemment parler. Oui, ils ont fait parler parce que c'est pour ça en fait qu'on a choisi d'en parler aujourd'hui du Venezuela. En fait, il y a eu des litiges frontaliers depuis quelques années. Donc, dès 2018, il y a eu notamment une présence terrestre à la frontière avec son voisin.
Et en 2021, il y a eu une incursion armée sur la ZE et l'espace aérien pays. Le dimanche 3 décembre, en fait, on va se baser là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un appel au référendum pour savoir si il allait être créé ou non un nouveau département, donc le Guyana Essequiba, ou alors tout simplement l'Essequibo. Donc c'est un territoire qui rassemble 160 000 km², soit 2/3 du pays voisin. Et en fait, ce référendum, il a été porté par Maduro. En fait, il avait promis cette reconquête depuis quelques années. Et parce qu'en fait, le fleuve, c'est la frontière naturelle, comme en 1777, pendant l'Empire espagnol. Pourtant, en fait, malgré ce référendum, le Guyana, il démontre que la frontière, elle a été entérinée en 1899 par une cour d'arbitrage à Paris. Tu dis la frontière parce que le Guyana, il faut le préciser, c'était une ancienne colonie britannique. Ouais, alors exactement. que le Venezuela était une colonie espagnole. Donc c'est pour ça qu'ils veulent revenir aux frontières de l'époque. Et donc le résultat de ce référendum, c'était apparemment 95,93% de oui, pour annexer du coup le territoire concrètement, d'après les autorités officielles. Donc apparemment il y a eu 50% de participation, soit 10 millions pour 5 questions posées. Pourtant on peut quand même dire qu'il y a des soupçons, parce qu'il y a quand même eu peu de fréquentations qui ont été observées aux urnes. Et du coup, quel est le problème? Le problème, c'est que l'Essequibo, il appartient au pays voisin, comme je l'ai dit, le Guyana. Et ce territoire, il rassemble du coup 2/3 du pays. Il rassemble 125 000 personnes, c'est-à-dire 1/5 du pays. C'est quand même énorme. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ce référendum, il entrave complètement le droit international, parce qu'on n'a pas le droit d'annexer un voisin juste sur le coup d'un référendum. Et donc les conséquences, c'est que depuis 2 siècles, le conflit s'était atténué. Mais là, on a bien vu que depuis quelques années, le ton monte, depuis plusieurs mois notamment, et certains craignent concrètement une escalade militaire et un conflit qui se généraliserait. Et pourquoi, en fait, on peut se demander pourquoi Maduro il veut concrètement ce territoire? C'est parce qu'en fait, le but, c'est d'étendre le pouvoir de sa dictature, et notamment parce que dans ce territoire, il y a des gisements de pétrole qui ont été découvertes, notamment sur les côtes. C'est toujours le pétrole. Exactement. En 2015, et il y a aussi des ressources naturelles qui suscitent la convoitise. Et donc c'était donc en réaction aux appels d'offres pétroliers en septembre dernier. Si on veut parler un petit peu du Guyana, il connaît quand même une croissance importante, mais il reste tout de même très vulnérable et il ne fait pas le poids concrètement face à l'armée vénézuélienne. Ils sont que 123 000 militaires. Enfin, non, ils ont 123 000 militaires, le Venezuela, des avions de chasse, et ils sont surtout alliés de la Russie. C'est ça qui crée une asymétrie, en fait, concrètement. La Russie, elle a livré entre 2006 et 2013 pour 11 milliards de dollars des hélicoptères, des tanks, des véhicules de combat, d'infanterie, etc. Et du coup, ça peut nous rappeler le début du conflit russo-ukrainien qui a débuté sans empêchements internationaux. Et en fait, on peut se dire que si ça se trouve, en fait, Maduro, il prend juste exemple sur ce qu'a fait Poutine, tout simplement. Et donc maintenant, on va vous parler du coup plus concrètement de qui est Nicolás Maduro et c'est quoi son régime, en fait. Oui, particulièrement de son régime, notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Maduro, il arrive en 2013, en succédant à Hugo Chavez, qui est décédé d'un cancer. Et alors, quand il arrive, lui aussi trouve le contexte social-économique absolument catastrophique. Et alors, lui, il se fait élire à l'époque avec un mot d'ordre. Ah oui, parce qu'il prend la suite de Chavez, mais il y a des élections dans les mois qui suivent. Élections qu'il remporte. Et il promet de battre, je cite, la bourgeoisie parasitaire, vecteur de corruption. Autrement dit, il arrive, il entend garder une ligne très, très sociale. Mais attention, ça ne veut pas dire démocratique, comme vous allez le voir dans un instant, parce que, comme je l'ai dit, c'est attirant dans l'idée, mais dans les faits, c'est une toute autre histoire. Le prix du pétrole s'effondre, et avec lui, donc, l'économie du pays, si tant est qu'elle n'était déjà pas bien amochée. Et ensuite, pour pallier l'endettement, Maduro, il dit tout simplement, on va supprimer les prestations sociales instaurées par Chavez, tous les dispositifs sociaux dont on a parlé plus tôt. Il y a des pénuries alimentaires, des pénuries de médicaments, et si bien que le pays est classé par une ONG qui s'appelle Transparency International, en 2018, le pays le plus corrompu d'Amérique du Sud. Donc on voit vraiment que c'est un cas très très sévère là-bas de corruption et de problèmes sociaux. Et alors justement, la période centrale dont il est question maintenant, c'est que 2 ans après, 2015, et jusqu'en 2022, voilà, c'est la période qu'il faut vraiment analyser pour comprendre un peu le régime de Maduro. C'est que de 2015 à 2022, donc il y a une très très forte contestation du pouvoir de Maduro, et en même temps, il sert vraiment la vis. J'explique. En 2015, il y a des élections législatives qui sont remportées par l'opposition social-démocrate, beaucoup moins donc à gauche que Maduro. Et alors, en tête de file, un certain Juan Guaido. Et cet homme, dont on va reparler plus tard, il affirme tout de suite sa volonté de dire à Maduro de rester président et pas d'interférer dans les autres pouvoirs. Bien évidemment, Maduro, ça lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais réduire les pouvoirs du Parlement. Et 3 ans après, il y a une nouvelle élection présidentielle. Surprise, que Maduro remporte. Alors là, bien évidemment, les soupçons de manipulation, ils sont
extrêmement élevé. Pour donner une petite idée, les candidats d'opposition sont disqualifiés ou déclarés inéligibles par la Cour suprême pour 15 ans pour des formalités administratives. Voilà, donc ils n'ont pas numéroté la page et donc ils sont disqualifiés et déclarés inéligibles. Et le seul rival qui est autorisé à se présenter, il est issu de ses rangs. Donc finalement, il finit par se ranger derrière Maduro et quand on est seul à se présenter, c'est toujours plus facile de gagner l'élection, quoi. Et alors évidemment, ça déplaît beaucoup au peuple vénézuélien qui descend dans la rue, notamment à Caracas, qui ça a donné lieu à des images en 2019. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ces images qui étaient les rues de Caracas très très bondées par des gens qui contestaient très fermement le pouvoir face à la police, qui n'hésitaient pas à tirer sur la foule. Et dans le même moment, le Juan Guaidó dont on parlait tout à l'heure, il s'autoproclame président temporaire du pays. Alors il le fait pas par opportunisme, il le fait, quoique je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas il le fait en sa qualité de président du Parlement. C'est comme en France, le président du Sénat qui prend la relève après le président de la République s'il est incapable ou s'il est déclaré malade ou en incapacité finalement. Ouais. Et donc il prend la suite, sauf que cette période de vacances du pouvoir, elle ouvre finalement une véritable bataille constitutionnelle. Et alors cette bataille, elle s'exporte même à l'international. Il y a deux camps. Les Occidentaux en quelque sorte, l'Union européenne, le Canada, les États-Unis et dans la région il y a l'Équateur, je crois, l'Équateur, qui reconnaissent Guaidó comme président intérimaire. Et surprise, ceux qui reconnaissent Maduro, la Chine, la Russie, la Colombie, l'Iran. Donc finalement, ça continue un peu d'accentuer la fracture. Maduro, malgré tout, conserve la fidélité de l'armée et d'une partie des citoyens. Et puis comme il n'est pas mis en péril par l'armée qui est vraiment très influente, parce que je crois que 9 de ses ministres étaient des militaires. Donc il les a promus, donc effectivement, c'est des généraux qui sont déjà bien au gouvernement et en même temps à la tête de l'armée. Donc ils ont tout à perdre est-ce que Maduro s'en aille. Et donc, plus récemment, aujourd'hui, on a un silence diplomatique dont on parlait tout à l'heure et même médiatique autour de ça, parce que effectivement, depuis la guerre en Ukraine, le Venezuela, mauvais élève, il a repris une place de pays un peu plus respectable. Alors après, c'était avant l'histoire avec le Guyana, mais n'oubliez pas que l'Ukraine et la Russie, c'était surtout des grands fournisseurs de pétrole. Or, comme les deux se sont mis à se tirer dessus et que l'Ukraine en avait besoin pour elle et que nous, on a dit en Européens qu'on ne voulait pas du pétrole russe, on s'est tourné vers le Venezuela en disant « il t'en reste un peu ?» Et alors donc, on a récupéré, on a allégé les sanctions contre eux. Alors je dis on, c'est l'Occident, c'est les États-Unis, l'Union européenne et certains pays, en disant tu acceptes de rester président, etc. Mais tu desserres la vis quand même, tu lâches du lest en quelque sorte en termes de démocratie. Et donc on a allégé les sanctions, on a réouvert le dialogue diplomatique. Et j'avais lu même dans un article de France Info que le pays était finalement requalifié de pays respectable par les Occidentaux. Donc ça donne un peu une idée. Voilà. Du pétrole. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il y avait des intérêts économiques qui étaient clairement en jeu. Et alors, plus récemment, donc, pour revenir à aujourd'hui, en décembre 2022, l'opposition qui était divisée, elle met fin au gouvernement de Guaidó, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres élections qui ont, surprise, porté une majorité favorable à Maduro. Donc l'opposition voulait plus de Guaidó comme président intérimaire. Et puis pareil, les alliés internationaux, notamment sud-américains, ont été un peu perdus, parce que le Brésil a été repris par, Lula, qui a une aile un peu plus à gauche. Pareil pour la Colombie, donc ça a fait un petit basculement. Et alors, donc, sur le futur, maintenant, en 2024, il va se tenir une nouvelle élection présidentielle. Une élection présidentielle qui avait été cadrée par les accords de la Barbade. Pour faire très simple, ça a été signé en octobre dernier, et c'est des accords qui disaient on va avoir une élection présidentielle au Venezuela qui devra être surveillée par des observateurs internationaux indépendants. Pour éviter la corruption, voilà, etc., la manipulation. Exactement. D'accord. Sauf que elle est prévue pour le deuxième semestre 2024. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ça sera respecté? On ne sait pas. Ça reste un dossier, comme je le disais, très sensible, sachant que la principale opposante, qui s'appelle, j'aurais pas le même accent, Maria Corina Machado, elle a été disqualifiée et elle aussi déclarée inéligible pour des formalités administratives, sachant que c'était la candidate qui avait été choisie par les oppositions, coalisées entre elles. Il y avait eu des primaires, donc elle était vraiment portée par un élan et elle a été bloquée il y a quelques jours, là, en fin janvier. Donc là, il n'y a pas d'autre opposition? Alors, d'opposition crédible pour l'instant. Après, je n'ai pas regardé en détail la liste des candidats, mais elle était une vraie alternative, elle faisait figure d'alternative, elle était portée par les principaux partis du pays. Donc, voilà. Donc c'est pour des raisons administratives, c'est ça? Oui, elle aussi. Bizarre. Oui, voilà. C'est la Cour suprême qui l'a dit. Et du coup, moi, je vais vous reparler juste pour reparler de ce qui s'est passé dernièrement, les faits d'actualité et tout ça. Et plus particulièrement, là, je vais vous parler des réactions internationales que ça a suscité.
Tout d'abord, on peut rappeler du coup l'ONU, donc qui est censée prévenir ce genre de conflits et les empêcher, les régler. Pour l'instant, il y a juste Antonio Guterres qui a dit début novembre qu'il suivait avec inquiétude la situation, mais il n'y a pas eu de plus de discours à ce propos. Pour reparler, celui qui est encore plus dedans, c'est le Guyana, du coup. Il a directement protesté contre le référendum, il a qualifié que c'était une menace existentielle. Il a notamment demandé à la CIJ, donc c'est la plus haute juridiction de l'ONU, de contraindre le Venezuela à arrêter de toute urgence le référendum. Et en fait, la CIJ, on va voir, elle a joué vraiment un rôle majeur dans ce conflit. Il va vraiment avoir une tension entre le Venezuela et cette juridiction. Elle statue sur les différends entre États, mais elle n'a pas de pouvoir d'appliquer les décisions qui peuvent être juridiquement contraignantes, ça faut le savoir. Donc elle s'était prononcée 2 jours avant le référendum, en ordonnant au Venezuela de s'abstenir de toute action qui modifierait le statu quo dans les Essequibo. Donc voilà. Et sinon, pour reparler du gouvernement du Guyana, à Georgetown, du coup, ils craignent une annexion qui est unilatérale et illégale. Et ils ont même accusé leurs voisins d'avoir lancé des préparatifs militaires, ce qui a été démenti par le Venezuela. On peut aussi rappeler mi-novembre que la vice-présidente vénézuélienne, donc Delcy Rodriguez, devant la CIJ, elle a dit donc que le Venezuela rejetait catégoriquement l'action audacieuse du Guyana pour interférer dans ses affaires intérieures. Et même si elle a prononcé ce discours donc devant la CIJ, il faut savoir qu'elle a réaffirmé que le pays ne reconnaissait pas la compétence de la juridiction dans cette affaire. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment une tension. Un petit peu. Ouais, en fait c'est juste que quand il y a d'autres personnes qui s'en mêlent, tout de suite ça prend des proportions. On peut aussi rappeler le rôle de l'armée brésilienne, parce qui s'intéresse aussi au conflit. Et si éventuellement il y avait donc une confrontation militaire, il faut savoir que l'armée brésilienne, qui a déjà soutenu le Guyana, elle pourrait apporter de l'aide à son voisin et l'emporter en qualité et en quantité, parce qu'ils ont une marine qui surclasse la marine vénézuélienne. Et les espaces urbains, ils sont assez difficiles, donc ça donne un avantage défensif redoutable au Guyana. Donc ils ont déjà déployé, selon la presse brésilienne, des blindés et des unités dans la région. Donc c'est affaire à suivre encore une fois. Pour plus largement que l'Amérique latine, on peut parler aussi du rôle des Britanniques. Le 24 décembre, il y a eu l'envoi d'un navire de patrouille militaire qui s'appelle le HMS Trent. Ah, ça fait du bruit ça. Ouais, parce qu'en fait, il est venu en soutien au Guyana, qui était donc une ancienne colonie britannique, on le rappelle. Et donc Caracas a réagi en dénonçant donc une provocation et une menace. Vraiment, ça les a pas du tout plu. Et ils ont envoyé donc 5600 militaires et des patrouilles aériennes qui survolaient la région. Le Royaume-Uni, eux, ils ont juste rappelé qu'ils étaient juste un allié régional et partenaire dans le cadre du Commonwealth ce mois-ci pour une série d'engagements dans la région. Selon donc, ça c'est les propos du ministère de la Défense britannique. Mais il n'y a pas eu de plus de précision. Et selon la BBC, par contre, le patrouilleur en fait devait participer initialement à des manœuvres militaires après Noël avec d'autres alliés, mais ça n'a été pas précisé plus que ça. Mais on sait de toute façon, dans tous les cas, que le Royaume-Uni a pris position dans ce conflit. Et en plus, ce HMS Trent, normalement, il est basé en Méditerranée. Et initialement, et officiellement, en tout cas, il était envoyé début décembre dans les Caraïbes pour lutter contre le trafic de drogue. Donc c'est qu'il y a bien quand même quelque chose derrière. Il faut plus creuser pour comprendre vraiment pourquoi il est là. Mais bon, dans tous les cas, le Royaume-Uni serait incapable, seul avec ce navire, de défendre le pays, ça c'est sûr et certain. En réponse, on peut aussi noter que le président Maduro, le dictateur plutôt, il accuse le Royaume-Uni de néocolonialisme et d'impérialiste. Et donc ils accusent de nuire à leur souveraineté. Donc il y a vraiment une escalade aussi des relations diplomatiques. Dans les mots, oui. Et puis il y a vraiment une rupture diplomatique qui s'intensifie. On peut aussi parler du rôle des États-Unis dans ce conflit, qui poursuivent leurs entraînements militaires apparemment routiniers au Guyana avec 4000 soldats. Sinon, les États-Unis et le Royaume-Uni, ils affirment leur soutien inébranlable à la souveraineté du Guyana. Et la conséquence, sinon, au Venezuela de la recrudescence du conflit, c'est que ça a ravivé le sentiment patriotique. Et Maduro, en fait, il mise sur le nationalisme, malgré qu'il ait peu de popularité dans son régime en ce moment, d'après un sondage d'Elfos. Et il y avait eu notamment des primaires de l'opposition en octobre dernier, qui avaient remporté un important succès. La gagnante donc de ces primaires, on l'a dit tout à l'heure, c'était Maria Corina Machado. Et elle a par ailleurs qualifié le référendum de distraction, donc ce qu'on bien... avant, c'était une distraction donc avant l'élection présidentielle de 2024. Et donc on se rend bien compte qu'en fait, en sein du pays,
il y a vraiment beaucoup de monde qui sont pas d'accord avec la politique de Maduro et son référendum et sa volonté d'expansion. Après, c'est une stratégie, c'est vieux comme le monde. Tu sais, c'est faire si c'est le bazar à l'intérieur, un chef d'État, il fait une guerre pour justement unifier. Ouais, c'est ça. En fait, il sert de ce sentiment nationaliste. Enfin, en tout cas, il essaie, mais ça n'a pas su. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça rappelle vraiment, tu vois, l'Ukraine. Et Taïwan aussi, la Chine et Taïwan. Exact. Tu vois. Et comme je disais, comme on a vu tout à l'heure, c'était vraiment les faces d'une même pièce, tu sais. Le Venezuela qui revendique une frontière placée historiquement, la Russie, pareil, avec l'Ukraine, tu sais, qui veut retrouver des frontières dans le Donbass, tout ça. Et et pareil pour Taïwan, évidemment. Pareil pour Taïwan. Et du coup, plus largement, on peut dire que le moment est à peu près propice en fait pour activer le contentieux, parce que ça évite un tollé de la communauté internationale, puisque comme tu viens de le dire, il y a encore des guerres qui sont beaucoup plus traitées médiatiquement, la guerre en Ukraine et en Russie, mais surtout plus récemment la guerre entre Palestine et Israël. Donc en fait, Maduro il n'a pas choisi ce moment-là par hasard non plus, il faut le rappeler. Moi, je me demande, du coup, le Venezuela, vu que la Russie quand même mobilise tous ses moyens pour la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'ils peuvent donner des moyens au Venezuela? En vrai, c'est pas si décisif que ça. Les moyens qu'ils donnent, c'est juste pour dire on est toujours alliés. Et c'est très symbolique. Oui, c'est plus symbolique, d'accord. Oui. C'est-à-dire que Maduro qui pointe vers le Guyana des missiles où il y a écrit un truc en russe, tu vois, ça dit, tu vois, voilà qui sont les fournisseurs. Oui. Et en plus, ça inquiète, c'est vrai que là, je crois que non, tu l'as pas dit, mais ça inquiète parce que des missiles russes qui se trouvent au sud des États-Unis, ça rappelle la crise de Cuba, tu sais. Oui, avec la baie des cochons. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai, ça rappelle vraiment ce truc. Et c'est pour ça que les États-Unis aussi se disent, ok, on a déjà l'Ukraine, potentiellement Taïwan de l'autre côté. Si au sud en plus on a des missiles russes qui sont évidemment à plus longue portée. Bon, après on doute évidemment que Maduro se dise un jour je vais attaquer les États-Unis. Mais oui, non, c'est ça. C'est la présence de missiles, elle est en tout cas très symbolique, tu vois. Même des missiles et des bateaux et de l'armement russe, quoi, finalement. Mais du coup, c'est des échanges aussi réciproques. En fait, genre, le Venezuela a aussi soutenu, que ce soit diplomatiquement ou financièrement, la Russie dans ce conflit. Et en fait, c'est juste pour réaffirmer les alliances et le soutien dans ces guerres-là, en fait, qui sont voilà. Et pour finir, j'ai quand même une plutôt bonne nouvelle, enfin relative bonne nouvelle, c'est que le 14 décembre, il y a quand même eu un sommet à Saint-Vincent-les-Grenadines, donc c'est un petit État dans les Antilles, et qui a permis une rencontre. Donc c'était un peu inespéré entre le président Nicolas Maduro et Irfan Ali, donc le président du Guyana. Le but donc c'était de faire baisser les tensions. Donc ils ont signé une déclaration de paix, mais ils ont quand même maintenu leurs positions respectives. Mais ça montre quand même qu'il y a une légère progression vers le dialogue. Bon, ils restent quand même sur leurs positions respectives, je le souligne, mais c'est juste pour dire que très récemment, donc le 14 décembre, il y a quand même eu une espèce de... Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, et c'était, tu vois, c'est important de regarder aussi de manière générale à la fois le régime à l'intérieur, comment il a l'air, et puis en même temps, tu vois, Maduro qui se présente, qui dit qu'il veut lutter contre la bourgeoisie, qui est acteur de corruption, c'est ça, tu vois, et qui en même temps, voilà, il veut s'ériger contre l'impérialisme, tout ça. Et tu vois, regarde, il fait des menaces ouvertes contre le Guyana. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on a choisi en fait de parler de ce pays, ce conflit en particulier, parce qu'on a trouvé que c'était médiatisé, mais c'était trop peu médiatisé. Ouais. Et en fait, on voulait mettre la lumière sur ce conflit et revenir un peu sur, oui, comme tu as dit, les antécédents un peu du pays, les causes profondes et tout, pour mieux expliquer en fait à l'avenir ce que ça pourrait devenir en fait. Et d'ailleurs en parlant de mettre en lumière, tu voulais parler aussi du Salvador. Ah oui, bien sûr. Enfin, en fait, pour revenir sur tout à l'heure ce que vous aviez dit, la guerre contre les narcotrafiquants, elle prend un autre tournant dans le pays. Et donc là, je vais vous parler donc de Nayib Bukele. Donc c'est un dictateur qui a été réélu le 4 février pour 5 ans. Dictateur réélu ? Parce qu'il se revendique pas dictateur, mais en tout cas nous on le connaît, de toute façon je vais le démontrer. Il a été réélu, mais d'un autre côté il a entravé tous les cadres constitutionnels, tout ça là. Ouais. Exactement, donc en fait ça montre bien qu'il y a un problème déjà initial. Donc 87% apparemment, 58 sur 60 sièges ont été obtenus par son parti, et il a fondé sa popularité dans le pays sur la sécurité et l'ordre public. Et donc là en fait je vais vous parler donc d'une politique sécuritaire qui est développée au Salvador, au prix par contre de la démocratie.
Donc tout d'abord, depuis mars 2022, donc il a déclaré la guerre contre les gangs. Et il y a eu 75 000 personnes qui ont été arrêtées sous sa présidence, c'est-à-dire 1% quand même de la population nationale. Et donc c'est le plus fort taux d'incarcération au monde. Mais ça donnait des prisons, c'est des énormes, des énormes hangars, des trucs énormes. Exactement. En fait, le problème dans tout ça, c'est que il y a vraiment une contradiction avec les droits de l'homme de la population par rapport aux délinquants, en fait, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les narcotrafiquants n'ont pas les mêmes droits que les individus. Et on va voir en gros pourquoi. Même si on peut dire que les résultats sont là, parce qu'il y a quand même une inversion radicale du taux d'homicide. On était passé de 20 assassinats par jour il y a 7 ans, et là, c'est vraiment très, très peu aujourd'hui. Pourtant, les méthodes qu'il emploie, elles donnent lieu à des effets vraiment néfastes. On peut notamment relever le surpeuplement dans ces méga-prisons. Les conditions de vie, elles sont atroces. Les prisonniers n'ont pas de matelas. Ils n'ont pas toujours de quoi s'alimenter. Ils sont torturés. Et parfois, ils sont envoyés dans ces prisons humiliés sans preuve. Ouais, ils sont humiliés parce que on a vu cette vidéo, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est dans ces hangars-là. Ouais. Ils sont tous allongés sur le ventre. Oui. Ils sont tous torse nu, je crois, et ils sont les mains derrière la tête, la tête baissée et tout. Et quand ils passent, les gardiens, ils leur disent baisse la tête, regarde le sol ou un truc. Ouais, c'est vraiment l'humiliation pure et simple. Et donc ils sont envoyés parfois sans preuve et motif valable. C'est ça en fait le plus choquant, c'est que c'est des procès de masse, notamment juste pour un tatouage, vous pouvez être envoyé. Oui, parce que c'est un symbole d'appartenance. Ouais, mais même des fois, même si ce n'est pas forcément ils ne cherchent pas à comprendre. Je crois que j'avais vu un témoignage comme ça d'un mec qui avait été pris de force, c'est-à-dire arrêté de force et tout, emprisonné 7 mois, il me semble. Ouais. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, mais le mec a été emprisonné 7 mois avant d'avoir une espèce de ligue des droits de l'homme là-bas, qui s'est un peu. Enfin, ligue non, mais un cabinet d'avocats vraiment très à cœur sur les droits de l'homme, et qui a réussi à le faire sortir, mais bon, faut le payer quoi. C'est dur. C'est ça. Et du coup, ils n'ont pas de contact avec leur famille, il y a une extrême précarité, et du coup, il n'y a absolument pas de respect des normes minimales sanitaires non plus. Donc ça relève bien que le système juridique et démocratique est vraiment affaibli pour toutes ces raisons. Donc ces méthodes répressives et abusives, elles vont à l'encontre des organisations, ce que promeut le droit international, et notamment l'ONU début juin, elle a demandé à l'État salvadorien de donner des explications sur ce qui se passait, parce qu'il y avait une possibilité d'un schéma de détention arbitraire et d'éventuels abus, comme la torture, on l'a dit, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et en réponse, le gouvernement, il a publié un rapport, mais il n'y a eu aucune reconnaissance d'abus. En fait, il dissimule clairement leurs données, en fait, il est vraiment ambigu ce rapport. Sinon, les déclarations publiques du président, donc Nayib Bukele, il discrédite les organisations de défense des droits humains, donc vraiment il s'oppose encore une fois. Ça nous rappelle un petit peu ce que je dis tout à l'heure, le Venezuela qui rentre en contradiction avec la CIJ. Là en fait c'est à peu près, on peut recalquer le modèle, c'est-à-dire que là c'est pareil, c'est un dictateur qui s'oppose à des instances internationales. Ouais. Donc il y a vraiment un conflit dans la région à ce niveau-là. Et voilà quoi, il s'oppose complètement au fait que les forces de sécurité elles recourraient à des mesures violentes, alors que pourtant il y a des vidéos qui circulent, de caméras de surveillance, etc. Et il appelle au non-respect des décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Pourtant, donc malgré tous ces problèmes que cela engendre, on peut dire quand même que la méthode qui est employée donc de cette guerre contre les gangs par Nayib Bukele, elle est quand même érigée en exemple dans toute l'Amérique latine, le Guatemala, le Pérou, le Paraguay, l'Équateur, etc. Ils sont vraiment inspirés, ils se disent inspirés par le modèle, et ils envoient notamment des militaires en prison dans leur propre prison, et ils engagent aussi des architectes pour construire, donc comme je l'ai dit, des méga prisons, des hangars et tout. Donc ça pose un peu problème parce que il y a vraiment un débat dans le sens où comment traiter ces narcotrafiquants, dans le sens où comment faire pour qu'il n'y ait plus de trafic de drogue, etc. Enfin tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, Carla. Mais d'un autre côté, il faut quand même respecter tous ces droits des organisations internationales. Donc il y a vraiment une contradiction parce que ça produit quand même des résultats. Et il est populaire en plus. Il a quand même une belle popularité là-bas. Parce qu'il débarrasse les rues des gens qui débarrassent les rues. Parfois au prix d'injustice, mais ouais, dans ce qu'il fait quand même, il en vire une belle partie. Et il s'inspire des modèles, par exemple, de l'Équateur ou du Guatemala, comme tu l'as dit, mais quand même en beaucoup plus strict. Non, il inspire le Guatemala. C'est lui qui inspire, d'accord. Oui, parce que lui, il est arrivé, il a été promis, lui, tu vois, au rebours de Maduro, très très libéral, au sens où enfin très libéral, un peu trop d'ailleurs, parce qu'il respecte pas, mais le droit, c'est le droit. Autrement dit, si tu fais quelque chose en dehors de la loi,
tu pars en prison. Et donc c'est D'accord. pour ça que c'est très expéditif, très. Ouais, comme dit Vincent, il est très populaire au Salvador et en fait, parce que du coup, comme tu le dis, les résultats sont là, enfin dans les rues et tout ça, et les gens sont plus en sécurité, mais c'est quand même au prix de la démocratie, il faut le rappeler, dans le sens où les droits de l'homme ils sont vraiment pas respectés et ça pose problème quand même. Donc il y a vraiment un enjeu dans cette région avec les narcotrafiquants, enfin ça pose vraiment problème. Et tu vois, les 3 pays qu'on a eu comme exemple, Salvador, l'Équateur et le Venezuela, c'est vraiment trois salles, 3 ambiances en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il y a tu vois, d'un côté un gouvernement plutôt très, très social et en même temps qui serre la vis sur la démocratie et au rebours, tu vois, très libéral, mais pareil, au prix des droits de l'homme, et etc. etc. Bon, on a fait une belle émission en tout cas. C'était très intéressant, merci beaucoup. On a fait beaucoup. un très beau focus. Et voilà, on espère que ça vous a plu. On espère évidemment que ça sera aussi apprécié que le premier épisode. Et puis on vous dit à bientôt, on espère. Sauf si on est viré. Peut-être pas le dire ça. Peut-être pas le dire. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis voilà, à très bientôt. À bientôt. Salut.